tournés de tous côtés, fut obligé de mettre bas les armes. Si nous fûmes attaqués au centre, ce fut nous qui attaquâmes à la droite. Au jour, Ugo aborda l'ennemi qui couvrait Castiglione et l'enfonça après un combat opiniâtre, où la valeur des troupes supplia au nombre. L'ennemi éprouva beaucoup de mal, perdit Castiglione et se retira sur Montu, d'où lui arriveront les premiers renforts, mais seulement quand la journée était déjà finie. Nous perdîmes beaucoup de braves dans cette affaire opiniâtre. L'armée regretta particulièrement le général Béron et le colonel Purrier, officier très distingué. Cette reddition des 3 divisions de droite de l'ennemi et d'une partie de son centre, les 3 divisions de droite de l'armée ennemie eurent nouvelle dans la nuit de la bataille de Lonato. Elles ont entendu un canon le découragement des vents extrêmes. La jonction avec le cœur principal de l'armée devenait impossible. Elles avaient vu d'ailleurs sur elles plusieurs avaient été trompés par les paysans. Ces 4 ou 5 000 hommes poseront les armes. Ce serait peu donner une idée du désordre et de la confusion de ces divisions autrichiennes qui, battues à Salo, à Lonato, à Cavardo, poursuivies dans toutes les directions, étaient désormais à peu près fondues. Tout le reste du 4 et la nuit entière se passeront à relier la totalité des colonnes et à les concentrer sur Castiglione. 8. Bataille de Castiglione. 5. Les 5 avant le jour, l'armée française toute réunie forte 25 000 hommes, y compris la division serrurière, occupa les hauteurs de Castiglione. Excellente position. Le général serrurier, avec la division de siège de Mantoue, avait reçu l'ordre de marcher toute la nuit et de tomber au jour sur le derrière de la gauche de Wurmser. Son attendait un grand succès moral de cette attaque inopinée. Et pour la rendre plus sensible, l'armée française finit de reculer. Aussitôt qu'on entendit le premier coup du corps de serrurier qui, étant malade avant, avait été remplacé par le général Fiorella. On marcha vivement à l'ennemi et l'on tomba sur des gens déjà ébranlés dans leur confiance et n'ayant plus leur première ardeur. Une mamelon au milieu de la plaine formait un fort appui pour la gauche ennemie. L'adjudant général Verdier fut chargé de l'attaquer. Le décompte du général en chef Marmont s'y dirigea avec 20 pièces d'artillerie. Le poste fut enlevé. Massena attaqua la droite, Augereau le centre, Fiorella prit la gauche et revers. Partout un feu victorieux. L'ennemi fut mis dans une déroute complète. L'excessive fatigue des troupes françaises put seule sauver les débris de Wurmser. Ils fuiront en désordre au-delà du Mansio où Wurmser espérait se maintenir. Il y eut trouvé l'avantage de rester en communication avec Mantua. Mais la division Augereau se dirigea sur Borghetto, celle de Massena sur Peschiera. Le général Guillaume, commandant de cette dernière place, qui avait été laissé avec 400 hommes seulement, on avait meuré les porter plus si mieux de vendre. Il eût fallu 48 heures pour les désencombrer. Les soldats devront sauter par-dessus les remparts pour aller à l'ennemi. Les troupes autrichiennes qui bloquaient Peschiera étaient fraîches. Elles soutiendront longtemps le combat contre la 18e ligne. Elles feront enfin offenser, perdront
18 pièces de canon et beaucoup de prisonniers. Le général en chef marcha avec la division se relier sur Vérone. Il y arriva les 7 dans la nuit. Wurmser on avait fait fermer les portes, voulant gagner la nuit pour faire filer ses bagages. Mais on les enfonça au coup de canon et l'on pénétra dans la ville. Les Autrichiens y perderont beaucoup de monde. La division Ogeron, éprouvant des difficultés à opérer son passage à Borghetto, revint passer à Pachira. Perdant l'espérance de conserver la ligne de Manzio, Wurmser essaya de conserver les positions importantes de Montebordo et de la Rocca d'Anfo. Le général Saint-Hilaire marcha sur la Rocca d'Anfo, attaqua l'ennemi dans la vallée de l'Audron et lui fit beaucoup de prisonniers. On s'empara des rivats et Wurmser fut obligé de brûler sa flotille. Massena marchait sur le Montebordo et reprit la Corona. Augereau remonta la rive gauche de la Tige en suivant les crêtes des montagnes et arriva jusqu'à la hauteur d'Ala. L'ennemi éprouva des pertes considérables dans les tentatives dont il accompagna sa retraite. Ses troupes n'avaient plus de morale. Après la perte du bataille comme celle de Lonato et de Castiglione, Wurmser aurait dû comprendre qu'il ne pouvait plus disputer ce qui convenait aux Français d'occuper pour s'assurer de la ligne de la Dige. Il se retira à Rovereto et à Trente. L'armée française avait aussi elle-même besoin de repos. Les forces de Wurmser, après ces défaites, étaient encore égales aux nôtres, mais avec cette différence que désormais un bataillon de l'armée d'Italie en mettait 4 des ennemis en fuite et qui partout ont ramassé du canon, des prisonniers et des objets militaires. Wurmser avait ravitaillé la garnison de Mantua, il est vrai, mais il ne ramenait pas en ce moment de toute sa belle armée, y compris sa cavalerie, plus de 45 000 hommes. Du reste, rien ne saurait être comparable au découragement et à la démoralisation de cette belle armée après ses revers, si ce n'est l'extrême confiance dont elle était animée au commencement de la campagne. Les plans de Wurmser qui pouvaient réussir dans d'autres circonstances ou contre un autre homme qui son adversaire devait pourtant avoir l'issue funeste qu'il a eue. Et bien qu'au premier coup d'œil, la défaite de cette grande et belle armée en si peu de jours semble ne devoir être attribuée qu'à l'habilité du général français qui improvisa sans cesser manœuvres contre un plan général arrêté à l'avance. Il faut convenir que ce plan reposait sur des bases fausses. C'était une faute que de faire agir séparément des corps qui n'avaient entre eux aucune communication vis-à-vis d'une armée centralisée. Et dont les communications étaient faciles. La droite ne pouvait communiquer avec le centre que par Rovereto et l'Audron. Ce fut une seconde faute encore que de subdiviser le corps de la droite et de donner des buts différents à ces différentes divisions. Celle qui fut appréciée ne trouva personne contre elle, et celle qui atteignait Lonato eut affaire aux troupes qui l'avaient environ devant la gauche autrichienne, laquelle dans ce moment n'avait plus rien devant elle. L'armée autrichienne comptait de très bonnes troupes, mais elle en avait aussi des médiocres.
Tout ce qui était venu du Rhin avec Wormser était excellent et animé de l'espoir de la victoire. Mais tous les cadres de l'ancienne armée de Beaulieu, battus dans tant de circonstances, traînant avec eux les découragements ou des dispositions de Wormser que les circonstances rendiront des plus funestes, c'est que la plus grande partie de sa droite se trouva composée de Hongrois, troupes lourdes, qui une fois déroutées ne sauront plus comment se tirer de ces montagnes, et qui, à cause de leur langage, ne pourront se faire entendre. 9. Second siège de Mantua. Les premiers jours de la levée de Blocus, des Mantua furent employés par la garnison à défaire les ouvrages. Des assisions à faire entre les pièces et les munitions qui trouveront, mais les promptes revers de Wormser reviendront bientôt les Français devant la place. La perte de l'équipage d'artillerie ne laissait plus d'espérance de pouvoir en faire le siège. Cet équipage formait à grand-peine des pièces recueillies dans les différentes places de l'Italie étaient presque entièrement perdues. D'ailleurs, la saison devenait trop mauvaise. L'ouverture, le service de la tranchée ont été trop dangereux pour les troupes au moment où la malignité du climat allait exercer ses ravages. Les généraux français n'ayant donc pas sous la main un équipage de siège qui peut lui donner l'assurance de prendre Mantua avant 6 semaines, ne voulut pas songer à en former un second et qui n'eût été prêt qu'au moment même où de nouveaux événements pouvaient l'exposer à le perdre de nouveau en le forçant de lever le siège une seconde fois. Il se contenta donc d'un simple blocus. Les généraux Sauguet en fut chargé. Il attaqua Governolo et le général d'Allemagne, Borgoforte. Ils s'en empareront ainsi quitter toutes les seraglions, rejetteront l'ennemi dans la place et en resserreront étroitement les blocs. On s'occupa de multiplier les redoutes et les fortifications autour de la ville, afin d'employer le moins de monde possible, car tous les jours, les Assigiens diminuaient par le ravage de la fièvre, et l'on prévoyait avec effroi que ce ravage ne ferait que croître avec l'automne. Il était vrai que la garnison était soumise au même mot et à la même diminution.